Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La lutte contre la désertification est un défi mondial. Comment mener ce combat avec efficacité et quels sont les enjeux? Aujourd'hui, nous avons invité deux spécialistes dans ce domaine pour en discuter. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission Monsieur Baoula Mogao Kilaj, directeur général au ministère tchadien de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Bonjour. Bonjour madame. Et Monsieur Liu Gongshi, chercheur principal à l'Institut de botanique de l'Académie des sciences de Chine. Bienvenue à tous les deux dans notre émission. Merci. Tout d'abord, on voit qu'aujourd'hui, la désertification, surtout la lutte contre la désertification, est une lutte mondiale. Donc, quels sont les enjeux aujourd'hui, selon vous, dans cette lutte? Merci bien madame la journaliste pour l'opportunité que vous m'accordez pour m'exprimer à travers votre micro. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification signifie d'abord la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches dues à certains facteurs, parmi lesquels les facteurs naturels et les facteurs anthropiques, c'est-à-dire ceux causés par les activités humaines. Et là, madame, sachez que lorsque les terres se dégradent, les sols deviennent pauvres, les ressources en eau souterraine diminuent et les sols, au fait, n'ont plus leur capacité à retenir le carbone, d'où il aura réchauffement climatique. Lorsque ces choses arrivent, ça arrive avec pour conséquences socio-économiques sur la vie humaine. Et l'homme, dans son instinct naturel de survie, va justement abandonner cette zone austère ou hostile pour migrer vers la zone où les conditions de vie sont réunies. Et maintenant, dans cette zone où les conditions de vie sont réunies, il peut avoir une population déjà bien installée et l'homme nouveau qui arrive, il va vouloir se sédentariser en pratiquant l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres activités pour sa survie. Et quand l'espace vital va être réduit, cela peut causer des conflits ouverts avec les populations autochtones et ça peut même entraîner le terrorisme dans le monde, d'où la lutte contre la désertification est un défi majeur pour toute l'humanité. Et quel est votre point de vue en tant que chercheur? Alors, la désertification, c'est un phénomène mondial. Au long du développement de populations humaines, la désertification se développe et gravement. Alors, pour contrôler la désertification, en Chine, il y a beaucoup de sens. Premièrement, tout d'abord, la ressource de l'eau fraîche qui est autour de zones de prairies, qui est proche des déserts. Deuxièmement, il y a des gens qui vivent dans cette région, les paysans et les monades aussi, qui vivent dans cette région avec leurs animaux depuis très très longtemps. Donc la vie, pour survivre, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin d'un climat qui est favorable. Mais après la désertification, il y aura des tempêtes de sable. Cela qui traîne pas seulement dans la région de désertification, mais aussi dehors. Quelquefois, c'est mondial. Alors, troisièmement, le désert, c'est pas limité seulement pour les gens locaux, mais aussi beaucoup influencer les gens autour, surtout pour les gens qui vivent dans l'eau upstream. Alors, les gens, même qui vivent à Pékin, à
à Shandong, qui est influencé par les tempêtes de sable chaque année. Alors, pour contrôler, lutte contre la désertification, il faut avoir une idée, une philosophie très générale, c'est-à-dire faire harmonie avec la nature. Mais aussi, quand il y a des mauvaises choses, il faut les contrôler. Parce que, au fond, l'homme a besoin de vivre dans le monde. Alors, c'est mon premier regard. Je vois bien que c'est très éducatif, je pense, parce que finalement, des fois, on voit la désertification comme un phénomène isolé, mais en fait, vous avez évoqué tous tout à l'heure que il y a beaucoup d'autres choses qui sont impliquées dans ce phénomène. Surtout, il s'agit d'un sujet entre l'homme et la nature. Et vous, cette fois, vous êtes venu en Chine et vous avez aussi observé la situation sur place. Quel est votre constat sur la lutte contre la désertification en Chine? Depuis mon arrivée ici sur cette terre chinoise que je peux qualifier de terre d'hospitalité, je suis émerveillé par toutes les activités et actions faites par la Chine dans le cadre de la lutte contre la désertification. En si peu de temps, la Chine a su intégrer la dimension neutralité de la dégradation des terres avant même l'horizon 2030, ce qui est une fierté. J'ai constaté au fait que les milliers de superficies de terres qui étaient autrefois dégradées et qualifiées d'hostiles sont aujourd'hui restaurées et transformées en zones agricoles par excellence. Je peux prendre par exemple l'exemple du projet de Trois Nord, qui seulement en 40 ans a pu récupérer des millions de terres dégradées. Donc c'est vraiment une fierté. Et à cela, la Chine est le seul et unique pays du monde qui dispose d'une loi consacrée uniquement à la lutte contre la désertification. Et ce qui m'a émerveillé encore davantage, cette loi prend en compte la planification, le contrôle de la désertification. Bref, ça implique toute la population à différentes échelles. Et l'ensemble de cet arsenal et actions dans le cadre de la désertification est à mettre à l'actif du Parti communiste chinois, le PCC, sous la clairvoyance de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, qui s'est vraiment impliqué dans la lutte contre la désertification, où aujourd'hui la Chine est une fierté mondiale. Donc je salue vraiment son initiative au passage. Et toutes les actions et les réalisations de la Chine aujourd'hui peuvent servir d'exemple école pour beaucoup de pays dans le monde. Et vous avez travaillé dans ce domaine pendant très longtemps, donc quel est votre regard sur l'expérience de la Chine? Pour lutter contre la désertification, c'est un vrai travail depuis 50 ans. Les résultats sont obtenus et très bruyants. Par exemple, avant 2000 ans, les déserts avancent chaque année 2000 km². Alors, après 2000 ans, les hommes et les vers s'avancent, que les désertifications de l'Inde reculent. Donc ça, c'est un phénomène, un constat très général. Mais c'est pas facile. Pour faire tous ces boulots, c'est pas facile. Comme vous avez dit, il faut une philosophie
très général au haut niveau. Il faut qu'on connaisse ces problèmes, faire attention. Et il faut trouver l'argent aussi. Il faut motiver tous les gens qui travaillent dans cette zone, dans cette échelle de hiérarchie. Alors, on voit il y a des gens qui travaillent toute l'année par là, qui plantent des arbres. Quand les tempêtes de sable arrivent, les gens n'arrivent pas de stand-up. Alors, il y a beaucoup de travaux sont à réaliser. Je pense que l'expérience, il y a beaucoup d'expériences, on a un succès. Mais on a beaucoup de choses à continuer d'étudier, apprendre. Et Monsieur Kilage, vous avez effectué une visite dans le Ningxia. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette visite? J'ai eu à remarquer de nombreuses réalisations qui ont permis de reverdir la ville. Et parlant de ce que j'ai remarqué beaucoup de choses. Beaucoup, et que de bonnes choses. Des choses sur l'aspect technique, la chaleur humaine, beaucoup de bonnes choses. Mais ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est la typologie des techniques utilisées dans la lutte contre la désertification. Ça m'a beaucoup plu. Aussi, l'autre là, les champs d'expérimentation mis en place pour connaître les semences qui sont adaptées à chaque province. Donc, ça veut dire que les techniciens chinois n'évoluent pas par hasard. Tout est expérimenté. Et aussi, j'ai remarqué le centre de production voltaïque qui intervient aussi dans la lutte contre la désertification. À cela s'ajoutent les grandes superficies qui étaient hautement dégradées par le passé, sont aujourd'hui transformées et utilisées en zone agricole grâce à la pratique de l'agroforesterie. Donc, madame, si je vous liste vraiment ce que j'ai eu à constater à Ningxia, on va vraiment mettre de temps. Et la technique qui vous a beaucoup plu, vous pouvez nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, justement, la technique des carrés. La technique des carrés qui consiste à mettre en place des carrés pour fixer le sable. Et à l'intérieur, il faut mettre en place, il faut semer les grains, ou bien soit il faut planter les arbres. Et quand les arbres vont grandir, les pailles qui entourent ces carrés vont pourrir et ça va se transformer en engrais pour alimenter l'arbre. Donc l'arbre va faciliter sa croissance. C'est très bon. Aussi, les herbes qui sont utilisées pour fixer le sol. Le sol sablonneux a besoin d'être fixé avant d'implanter l'arbre. Donc ça m'a beaucoup plu. Ainsi que l'autre, là, la technologie utilisée pour retirer l'eau souterraine et puis arroser les plants. C'est une kyrielle de techniques qui m'ont beaucoup intéressé. Les experts chinois ont mis en œuvre toutes les connaissances adéquates pour stabiliser le sol. L'agriculture s'est développée, c'est pourquoi à Ningxia, il y a beaucoup de fruits. Ouais. Et j'ai même découvert ce genre de fruit, le goji. Goji. Ah, ouais. Et dans la délégation, beaucoup ont acheté ça. Ouais. Donc, Ouais. c'est très bon. Et vous avez travaillé dans le Ningxia pendant très longtemps, n'est-ce pas? Oui, j'ai travaillé de temps en temps à Ningxia, Odo Homs Region. Alors, c'est un lieu qui est typique pour le projet de 3 Nord écologique. Alors, c'est typique parce qu'il y a moins de l'eau disponible pour l'agriculture. Alors donc,
les techniques sont bien développées. Par exemple, il y a des techniques ingénieurs, c'est-à-dire là, par chance, on a la grande rivière Rhône qui est passée, traversée Ningxia. Alors, comment utiliser de l'eau de fleuve jaune? Alors, il faut élever par les machines. Alors, irriguer les terres. Ça, c'est les grands travaux. Deuxièmement, il faut utiliser de l'eau en économie, c'est-à-dire les techniques de goutte à goutte irrigation qui est beaucoup utilisée dans cette région. Parce que les gouttes, juste qui fournir pour les racines, un territoire très limité. Donc on a moins de l'eau qui est évaporée. Alors, troisièmement, c'est choisir les espèces natives, c'est-à-dire les plantes locales. C'est une leçon très très importante pour nous tous. Alors, pour contrôler la désertification, il faut choisir des plantes locales qui économisent de l'eau, qui a une balance avec l'eau. À Ningxia, avec les irrigations économiques, on fait plein de choses en qualité. Tout à l'heure, vous avez dit à Bouchi, il y a la vigne aussi. La vigne pour faire le vin. C'est ça, c'est ça. Vous avez goûté le vin. J'ai beaucoup consommé aussi. Moi aussi. Bon, on a parlé beaucoup de la situation en Chine. Et dans votre pays, quelles sont les avancées récemment dans cette lutte contre la désertification? Mon pays, le Tchad, fait partie des pays du Sahel, dont le 1/3 de son territoire national est désertique. La question de désertification tient à cœur la population tchadienne dans sa totalité. Aussi, comme l'avait décrit le chercheur, il existe au Tchad une dépression appelée Baudelaire qui est à l'origine des tempêtes de sable. Et les tempêtes de sable, dans leur élan, balaient tout sur leur passage. Et ça cause de dommages énormes à l'environnement, ça emporte les animaux et même les petits-enfants. Or, de l'autre côté, les recherches ont prouvé que ces tempêtes de sable-là apportent de l'oxygène au Brésil et les particules de poussière nourrissent les phytoplanctons dans l'eau qui servent de nourriture aux poissons. Et là, ça se retrouve là-bas de l'autre côté. Mais nous, à l'échelle nationale, nous en souffrons énormément. Pour ainsi dire, la question de lutte contre la désertification nous est d'une grande importance. Au pays, de nombreuses initiatives ont été entreprises pour lutter face à ce phénomène. On peut citer, entre autres, comme avancée significative, l'intégration de la neutralité de la dégradation des terres dans la politique nationale du gouvernement. Le Tchad a prévu de parvenir à la neutralité de la dégradation des terres d'ici 2030. Bien vrai que ce n'est pas facile, mais le Tchad veut aller de façon graduelle. Dans un premier temps, il a mis en place 5 sites pilotes appelés cibles volontaires de neutralité de la dégradation des terres. Donc, dans ces sites, le Tchad a eu à restaurer d'énormes superficies de terres dégradées. Aussi, le Tchad a élaboré un plan d'action national de lutte contre la désertification. Le Tchad a aussi créé un fonds spécial
en faveur de l'environnement. Ce fonds encourage les ONG, les petites organisations qui œuvrent dans le domaine de lutte contre la désertification. Et sachez aussi que le Tchad a institutionnalisé par ordonnance la Semaine nationale de l'arbre depuis 1972, avant même qu'ait tenu le sommet sur la Terre des Nations Unies. Donc chaque semaine, des milliers de plants sont mis en terre dans la totalité de la superficie nationale, c'est-à-dire les 23 provinces que compose le territoire national. Aussi, il est bon de savoir que la Grande Muraille Verte, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans sa tracée, récupère énormément de superficies dégradées. Et le Tchad aussi a mis en place des projets qui sont opérationnels, les projets de restauration des corridors. Plusieurs actions ou activités sont en exécution ou en cours pour lutter contre la désertification. Alors, quelles sont les nouvelles orientations de la recherche en ce moment en Chine, monsieur Le? Alors, les techniques pour lutter contre la désertification et la terre dégradée, comme vous avez vu aussi, c'est ensemble évolué. Tout d'abord, on utilisait les carrés à la paille, Oui. et puis avec l'autre plante aussi. Cela est très efficace parce que, bien sûr, on a besoin beaucoup de main-d'œuvre aussi. Ça nous coûte lourd. Alors, mais par rapport à l'importance des routes qui passaient, traversaient le désert, il y a des habitants aussi. Par rapport à ça, il faut le faire. C'est le premier stade. Deuxième stade, on essayait de choisir des espèces correctes qui a capacité de reproduction facile et vite. Ça, c'est très important. Dans ce deuxième stade, on ajoute les techniques, par exemple chimiques aussi. Il y a des polymères qui peuvent dégrader dans le sol au futur. Mais au début, ça peut garder de l'eau. De l'eau, ouais, c'est ça. Il y a des découvertes, on utilise maintenant. L'autre chose, c'est le développement des informations par satellite. Est-ce qu'on connaît dans cette région-là qu'ils ont plus de l'eau, moins de l'eau, qui peut surveiller le résultat de nos travail aussi. C'est ça. Et monsieur Kilage, vous êtes agent de liaison du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc aujourd'hui, selon vous, comment la communauté internationale peut mieux travailler ensemble pour lutter contre la désertification? Et dans cet aspect-là, surtout entre la Chine et l'Afrique, quelles sont vos attentes de la coopération entre les deux parties? Merci. Écoutez, madame, la lutte contre la désertification ne peut être gagnée à l'échelle d'un seul pays. C'est un phénomène mondial, personne n'est épargné. Pour cela, la communauté internationale doit être sincère dans sa coopération, conjuguer ses efforts, orienter sa vision vers l'objectif pour bouder hors de notre planète ou bien soit contrôler le désert. Il faudrait opérationnaliser le fonds de neutralité sur la lutte contre la désertification, rendre accessible aux pays qui vivent cette réalité pesante qui est la désertification. Parce que la désertification est dure quand on voit ça de loin, mais ça pèse sur la population qui vit ce phénomène. Aussi, il faudrait rendre flexible le processus d'accès
au Fonds vert climat, au Fonds d'adaptation et autres fonds pour permettre la mise en place des projets relatifs à la lutte contre la désertification. Et surtout, il faudrait que les pays parties, c'est-à-dire les pays signataires à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, intègrent la dimension neutralité de la dégradation des terres dans leur politique nationale et aussi qu'ils assument pleinement leurs responsabilités, c'est-à-dire leurs obligations vis-à-vis de la Convention en payant régulièrement leurs contributions, comme le fait d'ailleurs si bien la Chine. Pour ce qui est de la coopération Tchad-Chine, à travers la ceinture de route, nous attendons beaucoup de choses de la Chine. Et moi, personnellement, j'attends et je souhaite que cette coopération s'articule autour d'échanges de connaissances des experts. C'est le cas, nous sommes là maintenant ici en terre chinoise pour échanger avec les experts de la Chine sur la technologie utilisée dans la lutte contre la désertification. Ça nous a permis de regarder, de constater de visu les chefs-d'œuvre réalisés, c'est une bonne chose. Nous aimerions vraiment un contact et un rapprochement des chercheurs pour que nos deux pays s'entraident mutuellement et arrivent à contrecarrer ce phénomène nuisible qui est la désertification. Quel est votre regard sur la perspective de coopération entre la Chine et l'Afrique dans ce domaine? Bien sûr, sur l'initiative des ceintures et routes, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'avenir. Comme vous l'avez dit, il faut échanger il faut faire des échanges scientifiques, même économie, politique, tout. On a besoin de faire une idée générale. Est-ce qu'on est d'accord à faire ça? C'est nécessaire. Est-ce que les gens veulent faire ça? De vraie volonté, le motif. Alors, deuxième chose en pratique, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont très proches, des régions proches. On peut faire des boulots selon des écosystèmes très proches. Par exemple, introduction des espèces, les idées des mêmes techniques d'économie de l'eau. Il y a des techniques qui sont communes partout. En général, d'abord, il faut faire la protection des diversités, protection des natures. Ça, c'est la première chose dans la tête. Ouais. Deuxièmement, il faut considérer l'inverse, revenu. C'est très important. Parce qu'on fait un arbre, c'est pas seulement pour joli. C'est ça. Parce qu'il a des fonctions écologiques et quelquefois économiques. J'insiste, économie, c'est très important. Parce que c'est là qui va décider, qui va dire si ce projet est durable ou non. Il faut deux choses ensemble, de penser ensemble. Dans les projets, il faut bien combiner ces deux choses ensemble. Justement. Mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé votre expérience. Je vous remercie. Merci bien. Merci. Merci, madame.